Alors, nous voici dans un tout nouveau vlog en ce lundi 29 mai, fin de journée. Je décide de lancer ça, j'ai une clore l'ancien et j'ouvre le nouveau. Vous me voyez en petit habit d'été et ben écoutez, c'est parce que pour le moment, ça semble l'été d'un coup. On est passé de l'automne-printemps à l'été caniculaire en l'espace de quelques jours. Et voilà, faut s'adapter, faut s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine? Écoutez, j'ai commencé une nouvelle lecture audio qui, en fait, je l'ai commencé avec hésitation, puis ça fait plein de fois que je me demande si je vais la poursuivre, mais là, je suis un petit peu prise dans l'histoire, donc je vais la poursuivre, mais je ne suis pas certaine que c'est exactement dans ma table. C'est juste qu'on a tellement entendu parler chez, entre autres, Fluent Books, petite lectrice, potentiellement, mon Dieu, du café et des livres, bref. Alors, c'est la fameuse série Le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier. Donc là, c'était le tome 1. En fait, je ne sais pas si c'est le nom de la série, mais... Et voilà, donc ça, c'est le tome 1. Et écoutez, je l'ai commencé en livre audio. On va évoluer au début, milieu du 19e siècle, alors qu'il y a eu tout plein de révolutions à Paris et la population est encore en mal de désir de république et il y a beaucoup quand même d'inégalités, de criminalité, de policiers corrompus et tout ça. Et on va retrouver justement l'inspecteur Valentin Verne qui évolue dans tout ça et qui est dans la police, mais dans la section des mœurs. Donc, qui va partir et qui, lui, en ce moment, enquête d'un terrible pédéraste. Donc, il disait, ben, en fait, pédéraste, mais je pense que c'est plus comme un pédophile, une espèce de affreux macro qui s'en prend aux mineurs, aux très jeunes mineurs qui sont issus potentiellement de l'assistance publique, donc des jeunes qu'on a mis en famille puis qu'on retire rapidement puis qu'on vend entre guillemets à cette personne-là. Donc, il est à l'affût de cette personne-là alors qu'il est dans la brigade des mœurs. Et il se fait recruter soudainement, en fait pas recruter, mais il se fait affecter de façon temporaire à une autre enquête qui est cette fois-ci dans la division de la sûreté, donc vraiment plus la police régulière. Et on le recrute en raison de son bagage qui est finalement assez impressionnant pour un policier, donc études de droit, quelques études en, je me semble que c'était chimie et tout ça, puis bonne éducation et tout. Puis on le recrute parce que dans la haute société, le fils d'un grand homme d'affaires qui est devenu député, je crois, il me semble que c'est ça, un élu, bref, s'est malheureusement défenestré volontairement, visiblement, devant sa mère lors d'une réception qui avait lieu à la maison. Et le père, dans le fond, exige qu'il y ait une enquête qui soit faite parce qu'il considère que son fils n'a pas pu faire ça. Puis il veut absolument trouver qui aurait pu l'inciter à faire ça et le punir, cette personne-là. Bref, ça part de là. Et comme il est dans la haute société, évidemment, qu'il faut qu'il y ait enquête. Il n'y a pas vraiment beaucoup de séparation entre l'État et la police à ce moment-là. Et on veut recruter la meilleure personne. Et c'est pour ça que Valentin Verne se retrouve parachuté dans une division qui n'est pas la sienne, dans une enquête qui n'a absolument pas rapport aux mœurs. Et puis tout ça. Donc, moi, j'en suis au tout début. Puis, justement, Valentin est là-dedans, commence à se... Valentin, comme si on se connaissait, l'inspecteur Verne. A commencé dans le fond à se mêler de tout ça et à force de rencontrer un peu la sœur du défunt et tout ça, il finit par comprendre que le jeune Lucien d'Auvergne, celui qui est décédé, feu Lucien d'Auvergne, avait quand même été promis à à un bel avenir. Il y avait même une fiancée que ses parents avaient décidé pour lui qu'elle allait épouser. Il était censé hériter de la compagnie de son père et tout ça. Mais que récemment, il avait fréquenté un endroit qui semblait être un endroit où il y avait peut-être, pas une société secrète, mais un rassemblement secret de gens qui étaient encore très républicains et tout ça. C'est ce qu'on semble comprendre. Donc, on est là-dedans, puis là, on se demande ça va être quoi les ramifications. En parallèle de Valentin Verne, ce qu'on va suivre, c'est le récit. Et là, c'est là qu'on sort de ce que habituellement je suis capable de supporter. Je sais pas, je vais peut-être voir si des fois je vais peut-être pas le continuer en numérique parce qu'en audio, ça va être trop. Le récit de jeunes garçons qui ont été pris dans les filets de
du fameux pédophile, donc qui est appelé Le Vicaire, dont le récit de Damien, qui a été pris aussitôt que 8 ans pour être enlevé par cet homme-là et visiblement séquestré, maltraité et abusé. C'est habituellement absolument pas le genre de fiction dans lequel je me lance. Je suis comme une éponge, donc je peux pas vraiment me permettre de me plonger là-dedans. Je suis bien consciente que ça existe dans la réalité, mais j'ai pas nécessairement, je suis pas la capacité de supporter ça. Donc j'aime mieux vous en aviser, il y a quand même ça. Pour le moment, il y a plus de descriptions de violence, il n'y a pas de description d'abus. Mais si on tombe dans les descriptions d'abus, je vais quand même décrocher. Par contre, je peux vous dire que c'est pour le moment fait de façon très bien dosée. C'est des courts chapitres. C'est vraiment pour changer les points de vue, puis c'est pour qu'on comprenne, je crois, l'enquête initiale de l'inspecteur Verne. Et il semble avoir un lien avec son père qui est décédé, la mort de son père. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui va se passer, mais donc, c'est juste comme une autre perspective qu'on nous montre. Et c'est pas là gratuitement. Donc, on n'est vraiment pas en mode voyeurisme. Puis c'est très entrecoupé. Donc, j'espère que ce dosage-là, cette habileté-là, ce bon jugement-là de l'auteur va se poursuivre. Sinon, ben, je vais essayer, à la limite, je vais peut-être sauter ces bouts-là puis continuer parce que je vais voir qu'est-ce qui va passer avec l'inspecteur Valentin Verne, mais pour moi, ces parties-là, c'est pas pour moi. Mais c'est pas parce que c'est pas correct de l'auteur. C'est juste que je m'attendais peut-être pas à ce niveau de sordide-là, puis de terrible-là. Donc, ben voilà, j'ai voulu quand même vous en aviser, mais bon, c'est ma lecture en cours, je vais la poursuivre, et puis, ben on verra bien, je vais vous en parler de toute façon au fur et à mesure de ma lecture ou à la fin pour vous faire un petit compte rendu. Alors voilà, donc, cette semaine de vlog et cette nouvelle semaine de vlog est bien, bel et bien débutée, et puis, a bel et bien débuté, a bel et bien débuté, est bel et bien commencé. Bref. Et voilà. Donc, tout ce qu'il me reste à dire, c'est, comme je le fais habituellement, c'est à mes livres et allons-y! Alors, bien le bonjour! De retour de ma longue marche dans le chaud, alors désolée pour la luisance de ma peau, mais c'est comme ça, je devais aller marcher. Et écoutez, je voulais vous prendre parce que j'ai reçu ma nouvelle cube. J'ai décidé de tenter le coup avec la cube majuscule, qui est en fait une cube qui propose un livre grand format. Donc, je voulais tenter le coup pour voir si ça me disait bien. Alors, je vais ouvrir ça avec vous. Alors, on ouvre ça. Je vais rapidement vous montrer en essayant de ne pas trop divulgacher le contenu. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a dans tout ça? Tout d'abord, l'extrait, cette fois-ci, c'est un extrait de guide de voyage. Bon, ça fait moins dans ma taille, mais c'est le guide de voyage Évasion Y. Alors voilà, ça nous donne un petit extrait de coup de cœur qu'on peut avoir si jamais on va dans les îles grecques. Bon, moi, ça me demanderait un grand effort, mais bon. Après ça, bien, comme j'ai changé d'abonnement Cube, j'ai reçu un petit mot de bienvenue dans l'aventure Cube, mais de l'équipe, en fait, initiale ici. Mais évidemment, je fais déjà partie de cette aventure-là, j'ai juste changé de format. Ensuite, comme je faisais partie de l'aventure Cube pour la première fois, d'après ce que j'ai compris, ils m'ont mis un petit extra thé, donc j'ai eu des thés de la maison, des infusions de la maison Taillefer, c'est des thés au jasmin, fraise, pamplemousse. Voyons, je me cache. Donc, je les avais déjà eu, ceux-là, puis je les aime vraiment beaucoup. Donc, super. Et ensuite, j'ai deux autres thés de Pandaki. Donc, il y en a un qui est pour un thé glacé, je crois. Oui, thé glacé aux agrumes. Puis l'autre, c'est rose jasmin. Chouette. Ensuite, j'ai eu un extra signet. Ah, c'est des signets... c'est des signets de voyage sous le thème de l'évasion, j'imagine. Donc, des vues de la Sicile, la Corse et Milos. Ça doit être les îles grecques. Et une carte postale, comme toujours, dans la même thématique. Un crayon sous la thématique des vagues, je crois. Un crayon à mine. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ensuite, la fameuse gazette, qui est la nouvelle formule, en fait, de leur... Avant, il y avait une espèce de petit dépliant pour Cube, mais maintenant, c'est vraiment sous la forme d'un journal. Donc, c'est super cool. En plus, il y a un jeu à l'arrière.
Donc, un petit extrait ici. On parle de libraire, on parle de la tournée des cubes, la thématique du mois, les thés pandas. Et ben voilà, les coups de cœur du mois et tout. Donc, voilà, c'est la petite documentation cube, comme à l'habitude. Et enfin, ce que vous attendiez, je me sais plus ce que j'avais mis, je vais vous dire. J'avais fait affaire avec Nathalie de la librairie Les Augustins, qui semblait être spécialiste dans les romans policiers. J'avais demandé un roman policier, mais je voulais pas quelque chose de gore. Puis, dans le fond, ce qu'elle mettait comme coup de cœur favori dans ses lectures, ça semblait un peu répondre à mes attentes, mais voilà. Alors, bonjour Marie-Soleil, je vous propose ce policier dont l'enquête se passe dans un petit village où une petite fille a été enlevée. Le grand-père, propriétaire foncier et cultivateur de betteraves, régente ce petit monde comme un seigneur. Bonne lecture. J'étais pas trop certaine, mais j'ai quand même demandé, j'ai quand même dit oui pour le livre pour voir si j'allais pouvoir le découvrir et tout ça. Donc, c'est Petite salle de Louise May. Je connais pas Louise May, mais je pense que c'est une autrice qui est quand même bien connue dans le policier. Donc, elle avait fait La deuxième femme. C'est un roman noir. Je vais vous lire la quatrième. Oui, je vais vous lire la quatrième. C'est long par contre, préparez-vous. Alors, la terre est riche. Parfois, elle y pense, la terre est riche. La boue est riche. Elle pas. Tout le monde est plus riche qu'elle, même la boue. Catherine est pauvre. Catherine fait sale. Catherine parle peu. Elle n'aime pas qu'on la regarde. Les filles qu'on regarde ont des problèmes. Au domaine où elle travaille, elle fait partie de ces invisibles grâce à qui la ferme tourne. Monsieur, lui, est riche. Il ne parle pas non plus, il crache ou il tonne et il possède tout. Mais quand sa petite fille de 4 ans disparaît, ce jour glacé de février 1969, Monsieur perd quelque chose d'une valeur inestimable. Dans cette vallée de champs de betteraves, où chaque homme et chaque femme est employé de près ou de loin par Monsieur, 2 flics parisiens débarquent alors pour mener l'enquête avec les gendarmes. Car une demande de rançon tombe, mais le village entier semble englué dans le silence et les non-dits. Personne ne veut d'ennui avec Monsieur, à commencer par Catherine. Catherine qui se fait plus discrète et plus invisible encore. Catherine qui est la dernière à avoir vu la petite. Donc voilà, ça me semblait intéressant. Je vais quand même enlever le bandeau parce que moi, les bandeaux. Alors voici, c'est aux éditions du Masque. Alors pourquoi pas? Je me suis dit, je vais essayer. C'est assez aéré à l'intérieur, intéressant, agréable. Et c'est un livre quand même d'une longueur assez considérable, je dirais. Bon, 374 pages. C'est juste parce que le papier est épais et c'est écrit gros. Alors voilà pour la première box majuscule que j'ai reçue. Alors, ben, bien contente. On verra bien pour la suite des choses, mais je suis bien contente de tenter le coup. Voilà. Hop! Et encore une fois, je vous rappelle que ceci est payé avec mes sous. Je n'ai pas de partenariat avec la Cube, mais j'ai vraiment aimé les produits jusqu'à maintenant. Alors, ben voilà. C'était mon petit unboxing La Cube que je voulais faire avec vous après cette chaude journée. Et ben écoutez, je vais aller... Je vais aller terminer ma lecture en cours qui va être sans doute terminée sous peu parce que c'est le fameux Éric Foissier. Le Bureau des affaires occultes, le tome 1. Et ma foi, je suis remuée, mais je vous en parlerai dès que je vais l'avoir terminé. Je reprends dès que je peux. Eh bien, rebonsoir. Alors, je viens tout juste de terminer ma fameuse lecture en cours qui était le tome 1 de la série Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Et ma foi, que j'ai été secouée par ce livre-là. Je vous en avais parlé un peu. Je pense pas que je vais pouvoir aller plus loin parce que c'est vraiment une intrigue savamment tissée qui va jouer sur 2 temporalités. Donc, on va faire référence à un passé, mais en fait, à ce qu'on pense être un passé potentiel avec ce que je vous dis qui est rapport à un homme qui abuse, en fait, qui violente et qui séquestre des enfants. Et on va en même temps avoir à suivre l'inspecteur Verne qui doit résoudre, dans le fond, une enquête concernant le suicide potentiel, même si ça ressemble moins à ça, du fils d'un grand dignitaire. Et écoutez, c'est très prenant. Je vous disais qu'il y a des moments où, attention, alerte aux gens sensibles, c'est sûr que ça va toucher, comme je vous disais,
C'est des sujets assez crus. Ça se passe au début du 19e. On ne faisait pas dans la dentelle à ce moment-là. Il y avait encore la guillotine. Donc, puis, ben, écoutez, c'est sûr que ça va vraiment dans les bas-fonds de l'âme humaine, les différences de classe, la pauvreté, ce que ça peut impliquer, les différences de ressources, dans le fond, entre les gens, le, les convictions politiques d'un peuple qui veut vraiment que les choses tournent vers une république et tout. Mais aussi la quête d'identité, la résilience, comment l'humain gère l'adversité traumatique, admettons, je vais dire ça comme ça. Je dis ça en souriant, mais c'est pas du tout, c'est terrible. Bref, ça touche vraiment plein de sujets. C'est un roman qu'on sent qu'il y a eu une excellente recherche historique et c'est comme un peu écrit comme si c'était presque un auteur de cette époque-là qui l'écrivait, dans le sens où la plume est très, elle est très précise, elle est très fleurie, elle est très... on pourrait croire qu'on est en train de lire un classique ou... bref, et c'est spécial parce que, ben, en fait, ça se passe à cette époque-là. Mais comme c'est un roman qui a été publié il n'y a pas longtemps, on dirait que le cerveau est en train toujours de se dire, voyons, anachronisme. Mais c'est très bien fait. C'est tout à fait approprié à ce qui se passe. C'est intéressant que ça ait que l'imprégnation de l'histoire ait jusqu'à se transparaître dans la plume, dans le fond, ou de la narration. Le personnage de Valentin Verne est... Dans le fond, c'est grâce à lui, je pense, qu'on a envie de voir la suite. Il est très complexe. Il est clairement pas en une dimension. Il est clairement pas parfait. Je pense que ça nous interpelle parce que c'est quelqu'un qui a un bagage, c'est quelqu'un qui fait de son mieux avec ce bagage-là, puis qui est très vif d'esprit. Ça met aussi l'avant beaucoup l'essor des sciences qui se faisait à l'époque. Puis à l'arrière de ce livre-là, il y a comme une note de l'auteur par rapport à ça. Il a choisi cette époque-là justement parce que c'était un moment où il y avait l'essor des sciences qui arrivait, puis il avait envie de faire quelque chose qui était lié à ça. Donc, bien que ça s'appelle le Bureau des affaires occultes, on reste quand même dans quelque chose de tangible. C'est juste qu'à l'époque, comme la science commençait tout juste à se développer. Alors, désolée pour l'interruption, mais mon chat a décidé de tout foutre en l'air dans la chambre. Alors, je suis allée essayer de voir si je pouvais limiter les dégâts. Me voici donc de retour. Alors, je sais plus trop où j'en étais, mais je disais que c'est ça, dans le fond, c'était vraiment la période où il y avait l'essor des sciences mais par contre, la population n'était pas encore tout à fait au fait de ça. Ce qui fait que ça ouvrait une grande possibilité à ceux qui voulaient potentiellement commettre des crimes ou abuser de la confiance des autres, parce qu'il y avait quand même des avancées technologiques qui se faisaient puis qui permettaient de faire des choses qu'avant, c'était pas possible de faire, puis que ça semblait occulte à ce moment-là aux yeux du grand public. Donc, il y a aussi ça qui est là, qui est super intéressant. Donc, à mon corps défendant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je dois vous dire qu'en livre audio, c'est quand même troublant parce qu'évidemment que les sauts qui font référence à la section qui par rapport aux séquestrations, aux violences, à l'abus des enfants, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment la capacité de gérer. Et puis en livre audio, ça rend les choses encore plus réelles. J'en ai écouté une partie, mais il y a des moments où je me suis permis d'avancer. Peut-être qu'à ce moment-là, en livre papier, c'est plus facile un petit peu. Je vous disais que c'était bien dosé, puis c'est vrai. C'est juste que moi, ma limite est quand même dépassée. Donc, c'est pas gratuitement inséré. Ça a vraiment une fonction, ça a vraiment une utilité, ça va permettre justement, je sais pas comment le dire sans vous le dire, quoi que ce soit. Ça va permettre de faire avancer les choses, ça va permettre que le lecteur finisse par avoir une perspective différente sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans le roman. Donc, c'est correct qu'il l'ait mis là, mais pour moi, c'est un petit peu limite. Mais comme je vous dis, même si j'ai sauté quelques bouts de ces parties-là, ça ne m'a pas empêché de profiter complètement, en fait, là, de l'habileté de ce livre-là. C'est vraiment... c'est habile, c'est... Mon Dieu, je suis encore dans ce mood-là. Puis là, ben, c'est sûr que je vais vouloir lire les autres tomes, mais là, je vais laisser un peu passer
du temps entre les deux parce que c'est quand même vraiment, vraiment remuant. Mais ne serait-ce que pour retrouver ce personnage-là, l'inspecteur Verne, sa quête ultime potentielle qui est un peu plus liée à la dimension qu'il y avait quand il était dans la, le service des mœurs. C'est un peu comme ça. Ouais, je peux pas rien dire. J'étais pour dire quelque chose, puis ça vous aurait dû le gâcher. Donc, juste ça, ça donne vraiment envie de le retrouver. Donc, écoutez, tout ce que je peux dire, c'est chapeau. Âme sensible, s'abstenir, mais en même temps, moi, je suis une âme sensible et j'ai trouvé quand même assez de matière pour m'accrocher et vouloir savoir qu'est-ce qui se passait. Il faut juste prendre des respirations puis se laisser des petites pauses au besoin pendant la lecture. Mais je vais clairement, potentiellement recommander ce livre-là. Et je dirais, à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai lu? Ça me faisait penser aussi un peu à... ça me faisait penser un peu à Lord Peter Wimsey. Je sais plus c'est qui l'autrice, mais c'est dans les premières autrices de policiers. C'était justement un bourgeois qui faisait de l'enquête un peu à ses temps libres. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est pas ça, mais ça me faisait un peu penser le ton qui était quand même très scientifico-explicatif, mettons. Donc, peut-être ça avec un peu Sherlock Holmes, mais il n'y a pas le Watson. On est vraiment dans le côté on sent l'époque, puis c'est vraiment super apprécié qu'on sente l'époque. Puis c'est sûr que c'est quand même très instructif. Mais pour moi, c'est pas un problème. C'est quand même haletant. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. On est complètement terrifié à l'idée de ce qui peut potentiellement arriver à certains des personnages de l'histoire. Mais en même temps, ça nous permet vraiment de nous plonger dans une réalité particulière de cette époque-là qui était comme témoin de plusieurs avancées technologiques et tout ça. Donc, voilà, j'arrête de vous en parler. Ça fait 8000 ans que je vous en parle. Mais tout ça pour dire que ça s'est bien passé finalement. Je me suis accrochée et j'ai bien fait. Donc voilà, c'était la première lecture de ce tout nouveau vlog Bureau des affaires occultes, tome 1 d'Éric Foissy. Alors, écoutez, je vous reprends dès que je peux, de toute façon, pour vous dire ce que va être ma prochaine lecture audio. Je ne sais pas encore vraiment. On va voir. Mais de toute façon, je vais vous en glisser un mot, vous le savez bien, hein? Commencez à le connaître. Alors, à tout bientôt! Eh bien, bonjour. Alors, je fais un petit coucou du vendredi matin, comme à mon habitude. L'éclairage est pas super, j'en suis totalement désolée. À l'extérieur, c'était comme un peu sombre, puis à l'intérieur, c'est pas assez lumineux parce qu'il fait très chaud, donc on a les fenêtres fermées. Bref, j'ai fait de mon mieux. J'espère que vous allez quand même me distinguer. Alors voilà. Donc, je vous reviens parce que, pour plein de choses. Tout d'abord, j'ai choisi ma prochaine lecture audio, et elle est en cours. Et je l'ai choisie sur la suggestion de Fluent Books et je la remercie officiellement de m'avoir poussé à découvrir mon premier Tracy Chevalier, c'est-à-dire Prodigieuse créature. Cette fois-ci, c'est publié chez Gallimard, la collection Folio. Je l'écoute en fait en version traduite. Oui, vous savez qu'avec moi, c'est plus rare, mais je l'ai commencé et j'ai trouvé que la lecture audio les deux narratrices en fait sont des comédiennes, c'est excellent. Et jusqu'à maintenant, la plume de Tracy Chevalier traduite et je l'apprécie énormément. Donc, je vais rester dans cette version traduite-là, tant mieux, parce que j'y ai accès en livre audio. Et je vais vous lire un petit résumé. Dans les années 1810, à Lyme Regis, sur la côte du Dorset battue par les vents, Mary Anning découvre ses premiers fossiles et se passionne pour ces prodigieuses créatures qui remettent en question les théories sur la création du monde. Très vite, la jeune fille issue d'un milieu modeste se heurte à la communauté scientifique exclusivement composée d'hommes. Elle trouve une alliée en Elizabeth Philpott, vieille fille intelligente et acerbe, qui l'accompagne dans ses explorations. Si leur amitié se double de rivalité, elle reste, face à l'hostilité générale, leur meilleure arme.
Avec une finesse qui rappelle Jane Austen, Tracy Chevalier raconte dans Prodigieuse créature l'histoire d'une femme qui, bravant sa condition et sa classe sociale, fait l'une des plus grandes découvertes du 19e siècle. Alors voilà. Écoutez, donc voilà ce que j'ai trouvé intéressant, puis ce qui m'a un peu porté à prendre cette suggestion-là de Fluent Books, parce que j'avais envie peut-être de découvrir Tracy Chevalier par la brodeuse de Winchester, je pense. Et j'avais écouté les vlogs de Fluent Books, puis elle disait que si jamais on en avait un à lire pour Tracy Chevalier, même si elle avait apprécié la brodeuse de Winchester, c'était vraiment prodigieuse créature. Je m'excuse, j'ai des cheveux dans les yeux. Et j'ai décidé de la suivre, de suivre son conseil parce que vraiment, ça semblait mettre de l'avant la vie de femmes qui ont des intérêts scientifiques au 19e siècle. Puis j'aime beaucoup ça parce qu'évidemment, c'était à contre-courant et tout ça. Donc jusqu'à maintenant, ça va super bien. On découvre Tracy Chevalier installe vraiment bien le contexte. On découvre la famille Philpott, qui sont 3 sœurs Philpott qui, avant, vivaient à Londres avec leurs frères, mais leurs frères se remariant vont devoir, avec leurs maigres revenus de vieilles filles, s'installer plutôt en dehors de la ville pour essayer de survivre avec leur avec ce qu'elles ont pour la suite de leur vie. Et elles vont s'installer là. Et Elisabeth Philpott, qui est la plus vieille, je me souviens plus, ou ouais, peut-être celle du milieu dans la fratrie, se découvre un intérêt pour les fossiles qu'elle va trouver à foison, dans le fond, sur la côte. Et elle va rencontrer la jeune fille Marie Henning, qui est une jeune fille qui n'a pas eu une vie facile, puis qui a toujours eu à se débrouiller pour avoir un revenu supplémentaire en vendant des fossiles aux touristes. Et elles vont se lier d'amitié, mais évidemment, bien vite, là, je suis rendue justement dans la fameuse grande découverte du 19e siècle. On voit arriver les choses, on voit que ce sont 2 femmes, on va voir comment ça va teinter la suite. Je verrai pour ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que les personnages, je les adore. Elisabeth Philpott a tellement un humour puis un regard caustique sur la société de l'époque. Ça fait vraiment penser à Jane Austen dans cette optique-là. C'est super habile, vraiment bien fait. C'est ce que j'aime. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce type de ton-là pour Tracy Chevalier. Et j'adore ça. C'est quelque chose c'est précis, c'est évocateur. En même temps, on dirait que ça se prend pas trop au sérieux, mais c'est fait de façon quand même juste et délicate. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. On verra pour la suite, mais je suis rendue à peu près au quart du livre et j'adore. Ensuite, à la Bibi, j'avais fait une réservation et j'ai fini par avoir, bon, je sais que pour plusieurs d'entre vous, si vous habitez de l'autre côté de l'océan, ce ne serait plus une nouveauté, mais de notre côté ici, c'est quand même plus récent. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur le premier tome de l'adaptation en BD de la série Le Paris des Merveilles de Péville. Son prénom, je me souviens plus c'est quoi, Péville. De Pierre Péville. Voilà, donc c'est ici, c'est adapté par Péville et Willem et c'est chez Dracou. Donc c'est une série de livres je crois que c'est du fantastique, fantasy, fantastique, steampunk, dur à dire. Je vais vous montrer quelques planches quand même. Voilà. Je vais ouvrir la 4e ensuite. Je ne vais pas vous divulgacher des trucs. Mettons. Comme celle-ci. Alors voilà. Et j'avais bien le goût. En fait, je suis un petit peu moins fantasy. Fait que je me suis dit peut-être que je pourrais l'adaptation en BD, voir si ça me dit. Puis si j'ai envie de le lire en roman, on verra bien. Alors, je vous lis la 4e. C'est Ça va ainsi. Bienvenue dans le Paris des Merveilles. Nous sommes en 1909. Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage et gentleman, se voit confier une enquête délicate. Démasquer un tricheur usant de magie pour écumer un élégant cercle de jeu parisien. Parallèlement, il se trouve plongé au cœur d'une affaire d'État impliquant l'outre-monde. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'une très séduisante fée renégate, espionne et cambrioleuse à ses heures, refait surface. Alors, ça a l'air vraiment bien. Ce que j'avais eu comme... Ça, j'en ai entendu plus parler, je crois, il me semble que c'était chez Laura's Reading. Et puis, ce que j'avais bien compris, c'est qu'elle avait quand même lu les romans. Puis elle avait quand même trouvé que si elle n'avait pas lu les romans, je ne sais pas si c'est Laura's Reading ou Rêve ta vie en lecteur. Laura's Reading, je pense. Puis elle avait dit que si elle n'avait pas lu les romans, elle aurait été quand même un peu submergée au départ. Ah, je vais juste vous montrer, c'est super chouette qu'ils ont mis des illustrations ici à l'entrée. Vieille carte postale. Excusez. Donc, si elle n'avait pas lu le roman, elle aurait été un petit peu emmêlée dans tous les fils qui sont présentés dans le premier tome de la BD. Fait que je vais bien voir comment ça va se passer, mais ça me tente bien. Donc, voilà.
Voilà. Voici une lecture que j'ai eue, que j'ai empruntée à la Bible. Et enfin, hier, j'ai tel que promis, quand je vais mettre en ligne ce vlog-ci, la vidéo spéciale que je vous promettais pour le dimanche, donc dimanche passé, va être sortie et vous allez savoir que j'ai, entre autres, fait l'acquisition de cette petite plaquette qui est Matin Brun de Frank Pavlov et c'est republié en fait, mais publié pour la première fois au Québec aux éditions 2. Ça a été publié, ça fait un bon moment en France aux éditions Chêne. Et là, c'est en fond le texte, les droits ont été achetés pour le Québec. Ça a été republié ici avec des illustrations de Barou. Donc, quoi de mieux? Et je l'avais déjà lu, j'avais vraiment adoré et je l'ai relu hier parce que c'était le nouveau livre techniquement, donc je l'ai relu. Et toujours autant un coup de cœur. Je vais quand même, pour vous lire le mini extrait qui est à l'arrière, parce que comme c'est une petite plaquette, c'est un tour de force dystopique de 20 pages, donc je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup, sinon je vais vraiment tout vous divulgacher. Mais je vais vous lire l'extrait qu'ils ont mis à l'arrière, je pense que c'est quand même pertinent. Alors, j'y vais. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien, un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns. Pour les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Alors voilà, je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à la... Non, je vous en dis pas plus. Je vous dis, découvrez-le, 20 pages, ça vaut la peine. Dystopie, réflexion, société, d'actualité, je pense quand même, de nos jours. Voilà, mon invitation à le faire. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré la plume. J'ai adoré la plume de Frank Pavlov. C'est habile, c'est... Comment on peut construire en 20 pages quelque chose qui est évocateur, qui va aller jouer dans le cerveau des lecteurs, qui est remuant, qui amène à la réflexion. C'est vraiment parfait comme opus, j'adore ça. Et puis là, c'est le fun parce qu'il y avait en fait des illustrations de Barouf qu'il n'y avait pas dans l'édition originale. Donc, je vais, je sais pas, je ne veux pas vous en mettre qui sont trop divulgacheuses. Voilà, donc c'est intéressant. Évidemment, c'est un petit fascicule, ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais c'était publié comme ça à l'époque. Donc, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, je vais vous remettre ici l'ancienne couverture qui était chez... l'ancienne. La couverture de l'édition originale en Europe, donc chez Chêne. Mais là, comme je vous dis, c'est disponible au Québec, donc boudez pas votre plaisir. Alors voilà, c'était mon petit topo pour... dans cette espèce d'atmosphère bizarre de luminosité pour aujourd'hui. Et puis, écoutez, je vous tiendrai au courant de mes lectures au fil des prochains jours. À tout de suite! Bref, on était très mal assis, mais l'expérience était vraiment chouette. Et encore une fois, je remercie mes copines de penser à moi pour m'avoir permis de réaliser cette expérience-là. Alors, bien le bonjour. Je vous reprends rapidement parce que je suis un petit peu dans une position bizarre dans la studio mobile en ce moment. Il y avait comme trop de rayons de soleil, donc c'est pour ça que ma face est un peu plus proche que d'habitude. Alors, écoutez, je vous reviens rapidement parce que j'ai lu tout à l'heure avant de partir le fameux tome 1 du Paris des Merveilles en adaptation BD, la Paris des Merveilles de Pével. Et ma foi, j'ai vraiment aimé ça. J'étais très intriguée. C'est sûr que je suis d'accord avec Laura's Reading. C'est très chargé dans le sens où, évidemment, ce sont des romans. Donc, même si j'ai bien compris que le tome 1 va être en 2 parties, c'est ce que je comprends, ça reste quand même qu'il y a beaucoup à adapter pour un seul tome de BD. Par contre, je trouve que ça a été quand même vraiment bien fait. On doit retirer seulement l'essentiel. En tant que personne qui ne connaît pas du tout l'univers, j'ai bien compris qu'il y avait des entités, j'ai bien compris qu'il y avait des mages, des cercles de mages. D'ailleurs, on va suivre un des personnages principaux qui est un des directeurs des cercles de mages, qui est un humain, mais on est vraiment dans un Paris fantasy, uchronie, qui fait en sorte que les humains côtoient des créatures magiques et que la magie est présente dans le fond en parallèle avec les humains. Donc, c'est ce que je comprends et on va suivre dans le fond, comme je vous dis, le fameux mage qui, dans le fond, avec qui on va confier d'abord une mission un peu d'intervention concernant, dans le fond, une utilisation non autorisée de magie dans un casino. Et également, il va être interpellé par une certaine baronne qui a l'air de travailler à contrat dans les relations internationales pour essayer d'aller chercher des choses que certaines personnes ne veulent pas divulguer, tout ça. Et puis, il va être un petit peu emmêlé dans cette situation-là.
Et cette baronne-là va avoir rapporté des objets en particulier qui intéressaient la Russie et qui la Russie va essayer de les récupérer. Donc, on est vraiment dans quelque chose comme ça. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance qui était créée. Oui, c'était beaucoup de fils à essayer de suivre. J'ai peut-être pas compris toutes les nuances entre les différents méchants, parce que même les méchants, il y en a qu'on dirait qu'ils sont comme des bons, genre la baronne, on n'est pas trop sûr de quel côté elle se situe. Elle semble être du côté des bons, mais elle respecte pas trop les règles, c'est ce que je comprends. Alors, écoutez, je pense que pour moi, le format BD va être le bon format pour cette série-là, parce que je suis pas certaine, comme je suis pas une super grande adepte du fantasy, que j'aurais eu la patience, disons, de m'y plonger en roman. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne formule. Donc, très réussi, pas un coup de cœur, mais très, très, très bonne lecture. J'ai comme hâte, vraiment hâte, en fait, de lire la deuxième partie de ce tome-là, puis en BD, dans le fond. Puis je vous le conseille vivement, en fait. C'est vraiment chouette comme, comme découverte. Bien contente de m'y être plongée. En ce qui concerne le dessin, je trouve que c'est opportun, c'est clair, on comprend bien l'action et tout ça, puis c'est coloré et tout. C'est moins dans mon style, mais c'est correct. Ça fait ça rend quand même un petit peu le côté vieillot. Les femmes sont un petit peu, les traits un peu caricaturaux, là, tu sais, les femmes très bien plantureuses un peu, donc ça, c'est un petit peu moins ma talle, mais c'est pas dérangeant à ce point-là, j'ai bien aimé ça, donc voilà, globalement, excellente découverte, bonne lecture. Je vais le rapporter tout de suite à la bibliothèque pour que d'autres personnes puissent en profiter, mais je vous suggère vraiment ardemment de le découvrir sans tarder. Alors voilà, je vous reprends dès que je peux. Et coucou! Alors, je vous reprends rapidement en ce dimanche matin, très, très, très venteux. Et pas très, finalement, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il fait super beau à l'extérieur, mais la luminosité rentre pas dans la maison. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bref, avec l'éclairage, encore une fois, un peu douteux. Bref, je vous reviens parce que j'ai terminé hier le sublime livre Prodigieuse créature de Tracy Chevalier. Je peux pas faire autre chose que remercier encore une fois Friend Books pour cette suggestion-là. J'en avais jamais lu, puis je pense que c'était en effet le meilleur pour moi pour commencer l'œuvre de Tracy Chevalier. J'ai adoré tout simplement. Donc, en ce qui me concerne, c'est vraiment un coup de cœur. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. Je pense que ça vaut la peine quand même de le découvrir par vous-même. Vous aviez eu quelques pistes par rapport à... Je pense que j'avais eu la quatrième, si je me souviens bien, au début du vlog. Et dans le fond, on va retrouver principalement, comme je vous disais, Elisabeth Philpott, qui est une vieille fille pour l'époque, début 19e siècle, qui habite avec ses sœurs à Lyme Regis depuis récemment. Et Mary Anning, qui est une ouvrière de la place qui gagne ses sous, entre autres, avec son père en ramassant des fossiles et en les vendant aux touristes. Et leur destinée va se croiser à plusieurs reprises. Elles vont devenir potentiellement amies malgré la différence d'âge, puisque Mary Anning est vraiment beaucoup plus jeune que Elizabeth Philpott. Et ce qu'elles vont avoir en commun, c'est une détermination à suivre leur passion, à suivre leur élan. Une détermination aussi à prendre leur place dans une société qui leur en laisse pas, parce qu'évidemment, à cette époque-là, une femme ne fait même pas aller sur la rue si elle n'était pas escortée par en fait, mettons une lady comme Elizabeth Philpott, elle ne fait même pas aller sur la rue sans être avec soit une autre femme ou un membre masculin de sa famille. Donc, on était quand même dans cette dynamique-là. C'est quand même majeur. Et ce sont deux personnages, en fait, c'est quand même un choc de l'érudition dans le sens où Mary Anning, c'est quelqu'un qui va être très savant, mais elle a une connaissance terrain. Et Elizabeth Philpott, c'est quelqu'un qui a eu une bonne éducation, qui est super curieuse, qui lit beaucoup, 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 qui va lire énormément sur les fossiles. Donc, il va avoir une connaissance qui est plus érudite, mais qui a besoin de Mary Anning et de sa connaissance terrain pour avancer. Et ensemble, elles vont finir par faire... En fait, Mary Anning va faire plusieurs découvertes en tant que chasseuse de fossiles, qui sont des découvertes assez majeures pour l'époque. Des découvertes de fossiles de dinosaures, si j'ai bien compris. Et qui vont pas être perçus comme tels. Et ce que j'ai bien aimé vraiment, c'est comme j'ai tout aimé dans ce livre-là. J'ai aimé les personnages principaux. J'ai aimé leur humanité, leur détermination, leur soif d'indépendance, mais en même temps, elles demeurent des êtres humains en 3 dimensions avec leurs failles. Il va y avoir quand même des dissensions entre Mary Anning et Elizabeth Philpott. Ce sont 2 femmes, même malgré leur différence d'âge, qui vont finir par avoir peut-être des attentes communes par rapport à des personnes de l'autre sexe et tout ça. Donc, il va y avoir certaines rivalité, comme c'est indiqué dans la quatrième, et c'est là.
Et c'est intéressant parce que justement, on n'a pas fait d'elle seulement des chiens savants, dans le fond. Là, ça reste des humains. C'est juste que on peut être une femme, avoir des émotions, avoir envie, avoir plein de failles, si jamais c'est le cas, et avoir une grande curiosité intellectuelle et vouloir prendre sa place dans la société. Donc, c'est ce que j'ai vraiment adoré. C'était également, cette histoire-là est quand même basée sur certains faits historiques. C'est ça que l'autrice mentionne à la fin. Donc, entre autres, le personnage de Mary Henning, qui a été quand même mentionné tardivement dans certaines découvertes de grands savants qui n'étaient pas sur le terrain par rapport aux fossiles. Et Elizabeth Philpott, finalement, en fait, je crois qu'elles ont déjà existé. Est-ce qu'elles ont déjà existé? Je ne sais pas, je me souviens plus. Il me semble oui, parce qu'il y a eu un Philpott Museum. Fait que oui, il y a quand même eu une collection de fossiles, parce qu'Elizabeth Philpott collectionnait les fossiles de poissons. Et puis, dans le fond, elle s'est basée sur certains points de l'histoire, a fait énormément de recherches, mais évidemment, le restant, c'est romancé, mais je trouve ça vraiment très, très, très bien fait. On sent la recherche dans le sens où on a l'impression que c'est crédible, que c'est réel et que ça s'est vraiment passé comme ça, donc ça s'est vraiment bien fait. La plume de l'autrice est complètement incroyable et vraiment intéressante. On est dans une narration à deux voix, donc on va parfois suivre Elizabeth Philpott et parfois on va suivre Mary Henning. Et évidemment, le ton est différent. Mary Henning, c'est une ouvrière, elle n'a pas la même façon de parler d'Elizabeth Philpott, donc sa façon de narrer va être différente également. Ça, c'était vraiment très, très, très habile. Et c'était un portrait d'une époque qui était super bien fait, comme je vous dis, au niveau historique. Ça nous permettait de voir justement les inégalités puis les aberrations, entre guillemets, qu'il y avait à cette époque-là. Comme quoi personne pouvait, non seulement les femmes n'avaient pas vraiment de chance de sortir de leurs propres conditions de femmes sans droit, mais quelqu'un qui était en plus comme Mary Henning, quelqu'un qui était du milieu ouvrier, avait encore moins de chances de sortir de cette espèce de carcan-là, de travailler à tout prix et tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'ai adoré ça. Ça m'a donné envie en plus de découvrir un petit peu plus sur les fossiles. En plus, ça se passe sur la côte du Dorset. C'est super bien décrit. On a l'impression d'y être et tout ça. Donc, écoutez tout ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai pas des mots si éloquents, mais à part le fait que je pense que c'est que tous les éléments sont là pour que ce soit un excellent livre. Donc, comme je vous dis, une construction habile, une narration à deux voix qui est un excellent choix, parce que ça nous permet de varier les perspectives, un portrait de l'époque bien documenté, mais sans être lourd, des personnages qui sont vrais, auxquels on a envie de croire, parce que justement, ils sont pas en une dimension, elles ont des failles, elles sont en 3D, et il y a des fois, ils ne prennent pas nécessairement les bonnes décisions et tout ça. Et une plume absolument exquise, comme je vous dis, qui change un peu de personnage à l'autre, mais surtout qui a un humour fin. Puis ça, c'est vrai qu'à l'arrière, c'est quasiment vendu comme du Jane Austen. Ça ressemble un peu à ça dans le sens où c'est vraiment un regard, c'est un regard critique sur l'époque, mais c'est tellement bien fait. Puis on rit des fois parce que la plume est, est vraiment excellente. Les répliques, surtout d'Elizabeth Philpott, c'est vraiment un classique, là, ça vaut la peine. Mais j'ai vraiment adoré. Puis là, voyez-vous, je l'ai lu en français. Puis j'ai eu aucunement l'impression de perdre dans la qualité de la plume. Donc c'est rare, mais je le mentionne. J'ai pas le nom du traducteur ou de la traductrice. Je vais la mettre avec ici peut-être si je la trouve. Mais je vous dis, c'est vraiment excellent. La version audio également que j'avais était vraiment bonne. C'est Elizabeth Philpott était jouée par une comédienne de la Comédie Française. Bon, c'est pas nécessairement garant de quelque chose qui est bon, mais entre autres choses. Et la comédienne qui jouait Mary Henning était également excellente. Donc, si jamais vous voulez le découvrir en audio, ça vaut aussi le coup. Mais définitivement, ça me fait peut-être me dire que pour Tracy Chevalier, si j'en ai d'autres, je vais rester en version française, puisque pour le moment, on dirait que les traductions, c'est pas problématique du tout. Puis, c'est plus facile pour moi de les trouver comme ça. Puis tant mieux, des fois, c'est bien même le fun d'avoir ça en langue, dans ma langue maternelle, parce que j'ai tendance à lire beaucoup d'auteurs qui sont anglophones. Donc, quand ils sont anglophones, naturellement, je les lis en version originale. Mais de temps en temps, c'est le fun d'avoir une version française. Ça fait pas trop travailler le cerveau. Donc, écoutez, vraiment, décidément, un coup de cœur. Je vous invite chaudement à découvrir cet ouvrage-là. C'est un ouvrage, je dirais, qui est quand même à la limite un peu féministe, dans le sens que, tu sais, on a vraiment les bases de la soif d'émancipation des femmes à ce moment-là aussi. Mais surtout, c'est l'histoire de deux grandes passionnées qui se sont rencontrées par hasard et que la vie va un petit peu malmener, leur amitié va être un peu malmenée, mais quand même, malgré tout, elles vont avoir une existence, ma foi, très riche et haute en couleurs. Et ça aussi, c'est un petit point que Tracy Chevalier explique à la fin.
c'est qu'elle dit que, étant donné que la vie de Mary Henning, quand elle est en chasseuse de fossiles, c'est pas si haut en couleur parce qu'elle va à tous les jours sur le rivage prendre une chance pour voir si elle trouve des fossiles. Mais finalement, il s'avère qu'elle a réussi à bien résumer ça et concentrer ça pour faire en sorte que pour le lecteur, c'est super intéressant. Alors voilà. Mais écoutez, je vous en dis pas plus là-dessus. Sincèrement, n'hésitez pas. Garochez-vous pour lire cette petite perle. Et ben voilà, je vous reprends tout bientôt. Alors, bien le bonjour. Écoutez, j'ai fait une petite sortie imprévue. C'est un petit peu grâce et la faute de mon copain qui, en passant, a vu qu'il y avait une vente de livres, une grande vente de livres dans un aréna au profit d'une société historique. Et j'ai décidé d'aller faire un petit tour parce que les livres étaient vraiment pas chers. Donc, je suis allée prendre mon temps avec ma stratégie habituelle de faire une espèce d'écumage rapide avec des titres qui me disent quelque chose et ramasser ce que je crois qui pourrait être intéressant et ensuite repasser pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont moins connues pour moi puis que j'aimerais découvrir. Alors, je me suis un petit peu emportée. Voilà, c'est ce qui se passe. Je vais vous les montrer. Je pense que je vais vous en parler quand même. Je les ai pas lus, évidemment, mais bon. Je vais commencer par le premier qui m'a intriguée, format poche. Ciel d'acier de Michel Moutot. C'est chez Point. Alors, je vais la quatrième. Chalumeau en main, John la Liberté, Iron Worker, comme ses ancêtres, donc travailleur de l'acier, sélectionne l'acier à la recherche de survivants. Non, pardon, sectionne l'acier à la recherche de survivants. Les Twin Towers viennent de s'effondrer sous ses yeux. Depuis le premier rivet porté au rouge dans un brasero jusqu'à la construction de la Liberty Tower, 6 générations de Mohawks ont bâti l'Amérique. La légende dit qu'ils n'ont pas le vertige. Peut-on apprendre à maîtriser sa peur? Donc ça me fascinait quand même. J'ai hésité parce que c'était un auteur français, puis des fois, leur connaissance des Premières Nations est, en tout cas, pas tout à fait ajustée, mais j'avais vraiment envie, ça parlait vraiment du 11 septembre, des travailleurs de l'acier et tout ça, puis à quel point les Premières Nations ont été impliquées dans ces constructions-là. Donc, ça me tentait bien. Alors voilà, quand même... c'est sous forme de roman, donc évidemment, c'est pas... mais c'est quand même une bonne brique de 440 pages en format poche. Alors voilà, je me suis lancée. Ensuite, ça c'est un peu j'ai triché un peu, mais c'est pas grave. J'ai pris un coffret, mais bon, j'ai pas triché dans le sens que c'était 4 livres, mais j'en ai lu quelques-uns dans cette série-là. Donc, c'est la série Fleuve de Sylvie Drapeau, qui est une comédienne québécoise, mais qui également vient d'écrire, en fait, des romans, des petites plaquettes. Et en fait, c'est une série... c'est Le fleuve, le ciel, l'enfer et la terre. Et voilà, donc c'est des toutes petites plaquettes de rien du tout. J'avais lu, si je me souviens bien, j'ai lu Le fleuve et le ciel, mais j'ai pas lu l'enfer ni la terre. Et c'est vraiment excellent. Je sais pas comment décrire ça. C'est des petits moments de vie. Ça se passe sur la Côte-Nord, en tout cas dans le premier. Je sais pas si le reste c'est comme ça, mais je crois que oui. Oui. Donc, on va vraiment suivre une famille. Je vais vous lire peut-être la quatrième du premier, donc qui est Le fleuve. Puis après ça, ben, je vais pas toutes lire les quatrièmes quand même. Donc, le premier, ça dit... Pour les enfants de la Meute, qui ont grandi sur la Côte-Nord, le fleuve est une inépuisable source d'aventures et d'émerveillement. Jusqu'au jour où il emporte Roc, le grand frère adoré, brisant net l'équilibre de tout le clan. Les petits sont dispersés, les parents broient leur peine, l'été qui s'allonge est un long chemin de croix. Entre la cueillette des fruits défendus, les excursions exaltantes dans la forêt bleue, les visites étonnées dans un sud aussi doux que le nord est rude et sauvage, se dessine le destin d'une famille marquée par la tragédie et la renaissance, et celui d'une petite fille sauvée par une maîtresse d'école qui a 2 pierres précieuses à la place des yeux. Donc, j'avais trouvé ça, j'avais écouté ça en audio-livre lu par Sylvie Drapeau, puis ça m'avait marqué. C'est vraiment une plume qui est tout en finesse, chantante, mais en même temps qui va à l'essentiel. C'est vraiment des petites plaquettes. Donc, c'est vraiment un portrait, je dirais, de l'intérieur de l'humain. Donc, ça m'avait vraiment bien... voilà, j'ai décidé de les prendre. Ensuite, j'ai décidé d'acquérir... Je sais que vous l'avez peut-être vu dans mes vlogs, parce que je l'ai déjà à la maison, mais ça ne m'appartient pas. C'est un livre qui m'était prêté. Mais j'ai décidé d'acquérir le fameux City d'Alessandro Baricco, parce que ça me parlait vraiment bien. Puis jusqu'à maintenant, j'ai toujours des élans de le lire, puis finalement, je ne le fais pas. Mais je sais que je vais lire un jour, donc j'en sais l'avoir à moi à la maison. Alors, City, je vais vous en parler, parce que c'est vraiment intéressant. On connaît plus Alessandro Baricco pour son Novecento pianiste, entre autres, et Soi et tout ça. Mais City, c'est celui-ci. Alors, ce livre s'intitule City. Je me rends compte qu'après Soi, il aurait été mieux de trouver quelque chose d'un peu différent. Mais ce livre est construit comme une ville, comme l'idée d'une ville. J'avais envie que le titre le dise. C'est fait. Les histoires sont des quartiers, les personnages sont des rues.
Le reste, c'est le temps qui passe, l'envie de vagabonder et le besoin de regarder. City, j'y ai voyagé pendant 3 ans. Le lecteur, s'il le veut, pourra refaire le même chemin. C'est ce qu'il y a de beau et de difficile dans tous les livres. Peut-on refaire le voyage d'un autre? Et puis pour la petite histoire, je voudrais dire que pour la première fois, j'ai écrit un livre qui, au moins en partie, se passe de nos jours. Il y a des voitures, des téléphones, des autobus, il y a même un téléviseur, et à un moment, il y a un monsieur qui vend une caravane. Il n'y a pas d'ordinateur, mais un jour, j'y arriverai. À vrai dire, je me suis un peu reposée de cet effort en dessinant dans City 2 quartiers qui glissent en arrière dans le temps. Donc, c'était le petit mot de l'auteur, évidemment. Voilà, donc ça me tentait vraiment bien, puis maintenant, je l'ai en main. Ensuite, afin de suivre l'épopée, je viens de vous parler de la fameux livre Prodigious Creature qui m'a vraiment marqué. Je suis tombée là-dessus. En fait, c'est toute une histoire. J'avais des gens qui magasinaient à côté de moi, puis un jeune homme qui est venu porter ça à sa mère en pensant qu'elle allait aimer ça, mais elle voulait pas lire, fait qu'il était supposé aller le reporter. Puis je lui ai dit, ben si vous le prenez pas, je vais le prendre. Donc, c'est La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Comme je vous dis, je vais quand même l'envisager. Bon, sans dire que c'est une édition grand format, c'est vraiment écrit super gros. C'est bon. Ça ne me dérangera pas à ce moment-là de le lire en traduction, comme je vous disais, parce que jusqu'à maintenant, ça semble bien se passer. Donc, je voulais l'avoir à la maison quand même. Donc, voilà. C'est juste pour poursuivre. Évidemment, c'est un classique de Tracy Chevalier, puis il y en a d'autres, mais celui-là, je voulais quand même l'avoir vu que je l'ai vu passer. Je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'avais vu ce livre-là passer chez quelqu'un de BookTube. Je ne sais pas si c'était Anne Literarum ou je ne sais pas où je l'ai vu passer, mais ça m'intriguait. Puis là, je l'ai vu en fait en format relié. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Je suis pas sûre que j'aimais ça, mais voilà. Donc, c'est HHHH de Laurent Binet. Et c'est publié chez, je ne sais pas c'est quoi l'édition. C'est peut-être une édition genre Françoisire. Ouais, Françoisire. Voilà. Alors, je vous en parle. C'est un livre de courts chapitres. Est-ce qu'on a un résumé? Ah, qui est à l'arrière. Ben oui. Alors, on y va. Prague, 1942. Joseph Gabčík et Jan Kubič, deux parachutistes tchécoslovaques envoyés par Londres, sont chargés d'assassiner Reinhard Heydrich, également appelé Himmlers Hirn heißt Heydrich. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Il s'agit du chef de la Gestapo, du planificateur de la solution finale. L'action est décidée pour le matin du 27 mai 1942 sous le nom secret d'opération Anthropoïde. À la sortie d'un tournant qu'emprunte la Mercedes d'Heydrich pour rejoindre le château de Prague, les deux résistants se posteront, prêts à ouvrir le feu, pleinement conscients qu'ils paieront cet acte de leur vie. Mais derrière les préparatifs de l'attentat, une autre guerre se fait jour. Et ça dit dans le fond que c'est un livre habilement éclaté en 250 petits chapitres où se confrontent mémoire et histoire, selon une petite citation du Figaro Magazine. Donc, ça m'a vraiment tenté. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. Puis, c'est vraiment des chapitres, là, des fois, ils font même pas comme 2 pages. Alors, ça s'annonce remuant, mais j'avais envie de le découvrir. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais lu du Douglas Kennedy. Puis, c'est sûr que j'ai entendu plus particulièrement parler de cette série-là, mais bon, pourquoi pas. J'ai décidé, il y avait le tome 1 de la Symphonie du hasard. J'aurais pu, en temps normal, le prendre en langue originale, mais je pense que Douglas Kennedy, ça peut aller en traduction. Donc, voilà, j'ai décidé, il était là, je vais voir si ça me plaît ou pas. Et puis, je vous lis la 4e. Toutes les familles sont des sociétés secrètes, des royaumes d'intrigues et de guerres intestines gouvernés par leurs propres lois, leurs propres normes, leurs limites et leurs frontières, à l'extérieur desquelles toutes ces règles paraissent souvent insensées. Comme chaque semaine, Alice Burns, éditrice new-yorkaise, s'apprête à rendre visite à son jeune frère Adam. Jadis jeune loup de Wall Street, en pleine ascension, ce dernier croupit désormais en prison. Mais cette rencontre hebdomadaire va prendre un tour inattendu. Décidé à soulager sa conscience, Adam révèle un secret qui pourrait bien venir rompre les derniers liens qui unissent encore leur famille. Et Alice de replonger dans l'histoire des siens, celle d'un clan à l'image de l'Amérique, volontaire, ambitieux, assoiffé de réussite, souvent attaqué, blessé parfois, en but à ses propres démons, mais élancablement en quête de rachat. Donc, c'est le premier tome d'une fresque à l'ampleur inédite qui marque le grand retour de Douglas Kennedy. Dans le bouillonnement social, culturel et politique des 60s, 70s, de New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un roman fleuve porté par un souffle puissant. Donc, ça me tentait bien. J'en ai entendu parler depuis longtemps, donc pourquoi pas l'avoir à la maison. Et enfin, excusez-moi, je suis pas vraiment bien... Non, pas enfin, pas tout à fait enfin. Je me suis permis un petit accro vers la jeunesse, mais enfin, ça me tentait. C'est juste que j'avais vu passer ça fait longtemps, c'est une biographie sur Greta Thunberg, une biographie non officielle.
Donc, évidemment, ça veut dire qu'il n'a pas été... il n'y a pas de source directe avec Greta Thunberg, mais bon, quand même. Et c'était publié chez Petit Homme, qui est absolument une édition que j'aime bien, qui font des livres jeunesse assez bien faits. Et c'était un petit portrait de la jeune Suédoise qui était faite par Viviana Mazza, une journaliste italienne. Puis je trouvais ça quand même intéressant d'avoir... Bon, c'est vraiment conçu pour la jeunesse. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un petit portrait à hauteur de jeunesse, étant donné que c'était quand même une jeune femme qui a pris la parole et qui a décidé de se lancer. Je vais voir qu'est-ce qui a été retenu de son parcours. Donc voilà, ça me tentait bien. Ensuite, et enfin, celui-ci que je connais absolument pas, mais que quand j'ai lu la 4e, ça m'a vraiment donné envie. Alors voilà, c'est Le temps des cendres de Jorge Volpi. C'est chez Seuil. Et je vous lis la 4e. Irina Granina est russe. Biologiste, mariée au dissident Arkady Granin, elle est le témoin lucide de l'effondrement du communisme et avec lui de la rébellion de sa fille Oksana, première victime du triomphe de l'économie de marché. Jennifer Moore est américaine. Fonctionnaire du FMI, épouse du très ambitieux Jack Wells, homme d'affaires spécialisé dans les biotechnologies, elle a pour mission de réduire la dette des pays en voie de développement et d'aider la Russie à s'intégrer dans la mondialisation. Eva Alach est une Hongroise émigrée aux États-Unis. Célibataire et collectionneuse d'amants, génie de l'informatique, elle participe au premier séquençage du génome humain. Pour ces 3 femmes prises dans la tourmente de l'histoire, le destin s'incarnera sous les traits d'un journaliste et romancier russe qui traque tous ceux qui, par ambition et à pas du gain, ont vendu leur âme au diable et voué à néant les espoirs d'un monde meilleur. Roman scientifique, enquête policière, saga historique, Le temps des cendres est aussi une fascinante exploration des passions humaines et un impitoyable réquisitoire contre 2 systèmes qui ont broyé les meilleurs de leurs enfants. Ça me tentait vraiment. C'est vraiment une grosse brique, par contre, en gros format, je sais pas, 524 pages et assez dense, ma foi, quand même. Donc, je sais pas trop. Alors voilà, c'était ma pile d'achat. Je suis pas dans une phase de réduction de pioches à lire, mais c'est pas grave. Donc, c'est comme ça. Ça m'a tenté. C'était pour une bonne cause, c'était pour soutenir la société historique, pourquoi pas. Étant donné que c'était vraiment des livres usagés, je crois que j'ai pris aussi des livres pour mon copain. Mais je crois que au total, j'ai combien de livres? On va voir ça. Mais évidemment, le coffret, c'était 4 livres, en fait. C'était parce que c'était pas par coffret, c'était par livre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, pour 11 livres, ça m'a coûté 17 $ pour la bonne cause. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, écoutez, je vous dis à tout bientôt. Le vlog s'achève quand même malgré tout. Et, oh non, c'est vrai! Et là là. Je voulais vous dire... Bon, il me semblait aussi que j'avais autre chose à vous dire. Je voulais vous dire que j'ai décidé d'entamer une très très courte lecture audio en fait, que je crois, c'est sûr que je vais avoir terminé avant la fin de ce vlog-ci qui va se terminer demain. Et c'est en fait The Poet X d'Elisabeth Acevedo, qui était un peu son classique qu'elle a fait, elle était connue pour ça. Puis j'avais bien aimé celui que j'avais lu qui était Clap When You Land. Puis j'avais vraiment envie de lire celui-là qui a l'air d'être un peu son œuvre phare. Et je l'ai commencé. Donc à date, j'aime bien ça. On va suivre une jeune fille en fait, qui est un frère jumeau qui vit dans une famille assez particulière dans le sens où la mère est très pratiquante, le père était jadis un peu courailleur, mais finalement c'est comme un peu rangé. Et c'est, on dirait, un roman de coming of age, une jeune femme qui veut un peu se sortir du carcan dans lequel elle est, puis qui veut trouver sa voie, puis qui semble éventuellement elle va devoir le trouver à travers la poésie, c'est ce que je comprends. C'est un roman en vers libre, comme tous les romans d'Elisabeth Acevedo, et c'est lu par l'autrice, donc toujours intéressant. Alors, écoutez, je vais vous en reparler quand je vais l'avoir terminé, mais jusqu'à maintenant, ça me plaît bien, mais je sais que je suis pas encore rendue au cœur, là, j'ai tout juste de l'amorcer. Mais c'est une super courte lecture, là, ça fait, je pense, 3h30 de lecture audio, donc c'est sûr que je vais l'avoir terminé. Alors, je vous en reparle avant la fin du vlog, et puis je vous dis à bientôt! Eh bien, bonjour. Alors, me voici dans ma cour enfin pour faire pour clore en fait ce vlog-ci avec un petit compte-rendu de ma dernière lecture dont, en fait, je suis encore sous le choc. Donc, c'était The Poet X de Elisabeth Acevedo. En français, c'est signé Poet X, donc c'est pas vraiment différent comme titre.
Et ma foi, j'avais déjà lu de elle, cette autrice-là, Clap When You Land, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, mais c'est sans comparaison. C'est vraiment excellent. Je ne sais pas trop si j'ai envie de vous en dire beaucoup par rapport à l'histoire en tant que telle, mais j'avais déjà mis un petit peu en contexte. Et dans le fond, ça va vraiment être, en effet, on va suivre Xionara, qui est dans le fond, l'héroïne, le personnage principal, mais aussi, en fait, on va la suivre dans l'adolescence. À la fin de l'adolescence, elle essaie de s'émanciper. Elle est au sein d'une famille où, au niveau des valeurs, c'est très traditionnaliste. Donc, la religion est très présente. La différence, disons, la tendance à vouloir sortir des sentiers battus auxquels on s'attend, elle n'est pas très bien tolérée. Désolée pour le bruit. Donc, on va la voir évoluer là-dedans et elle a une soif de s'exprimer qui, de son côté, passe par la poésie et malheureusement, elle peut le faire de son côté, mais c'est difficile pour elle de s'impliquer autrement. Donc, on va la voir comment cette soif d'expression-là par l'art va faire son chemin, comment, à travers quoi elle va avoir à passer dans ses relations avec sa famille, avec sa mère en particulier, pour essayer d'atteindre cet état-là qu'elle recherche. Évidemment, les affres de l'adolescence, mais également donc tout ce qui est amour, amitié et tout ça, mais surtout à quel point la relation au sein de la famille, le silence d'une famille, dans le fond, c'est ça qui est un petit peu le grand clash, c'est que c'est une famille où le silence est très présent, dans le sens que on nommait beaucoup de choses, il y a plein de choses dont on ne parle pas, mais évidemment, et puis elle, son désir, c'est de s'exprimer par la poésie, donc c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de ce à quoi on la destine, et ça ainsi que plein d'autres choses, donc c'est vraiment un endroit où elle peut pas... Elle n'a pas le droit d'avoir un copain, elle n'a pas le droit de... Bref. Et on va aussi découvrir son frère jumeau, qui a également lui aussi un chemin particulier à suivre et qui est un chemin qui n'est pas en adéquation du tout non plus avec les valeurs de sa famille. Donc, c'est super intéressant. J'ai adoré les personnages, dans le sens où j'ai adoré comment ils sont construits. Bien sûr, il y a des personnages qui m'ont fait rager, il y a des personnages... Mais en même temps, l'autrice met vraiment beaucoup en contexte. Donc, c'est pas pour excuser le comportement de certains des personnages, mais c'est plus pour le mettre en contexte. Donc, c'est finalement, on va en venir à peut-être pas aimer le comportement d'un personnage, mais peut-être quand même le comprendre un petit peu, entre guillemets, dans certains contextes. Cela dit, ce que l'héroïne vit, c'est terrible. Puis en même temps, c'est quelque chose qui doit se passer dans plusieurs familles. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle ode à l'art. Donc, comment l'art peut ouvrir des portes, donc détenir la clé de plusieurs situations qu'on aurait l'impression qu'ils sont sans issue. Donc, je ne sais pas comment me prononcer autrement. Donc, la plume de l'autrice, bien entendu, les personnages qu'elle a construits, les sujets abordés qui sont des sujets qui sont rudes, mais en même temps, c'est abordé vraiment avec justesse. Je trouve que c'est totalement approprié dans le sens que c'est une ado qui parle. La voix de l'ado est intéressante dans le sens où on a vraiment l'impression que ça pourrait être une ado qui parle, dans le sens que c'est pas nécessairement, il ne sait pas d'y mettre des mots d'adulte dans la bouche. En même temps, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a un peu perdu de sa candeur par la force des choses et tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine. Si jamais vous avez un seul livre pour le moment à découvrir d'Elisabeth Acevedo, je vous dirais, allez-y avec celui-là. C'est vraiment... C'est son premier, si je me souviens bien, et c'est vraiment très, 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 très réussi. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Je suis encore un peu sur cette espèce de nuage-là. Puis, j'ai pas eu le goût vraiment de commencer une nouvelle lecture pour aujourd'hui parce que, bon, je voulais encore profiter un petit peu de cette espèce de mouvance émouvante-là. Ça m'a émue. Il y a des moments où j'ai éclaté de rire, il y a des moments où j'ai eu envie de pleurer. Je l'écoutais pendant que je marchais, puis pas parce que c'était... Ben oui, en fait, c'était quelque chose... Le personnage principal passe par des situations qui sont terribles, mais humainement parlant, mais en même temps, c'est tellement bien fait, c'est bien dosé, ça va toujours assez loin, mais jamais trop. C'est également, au niveau de la structure, différent. C'est un enchaînement de courts poèmes en vers libre, donc un enchaînement de très courts chapitres. Fait que ça donne un rythme assez intéressant.
une espèce de... un kaléidoscope d'introspection. Donc, voilà, je vais arrêter de vous en parler, mais ça a été vraiment un coup de cœur en ce qui me concerne et je vais profiter de ce moment-ci pour clore le vlog. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. De mon côté, comme toujours, c'était vraiment chouette. Et puis, ben, je vous invite, comme d'habitude, à ne pas hésiter à vous manifester en commentaire. Ça va toujours me faire plaisir de discuter avec vous. Si jamais vous voulez me soutenir, toujours les mêmes, les mêmes moyens. Petit pouce en l'air, abonnement ou partage sur des réseaux sociaux. Évidemment, ça donne de la visibilité. Et puis, sur ce fond sonore très bruyant, je vais vous dire à la prochaine, avec plaisir.